Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de post-mortem, ou comment sortir heureux d'un carnage, sans pour autant être psychopathe. Alors, je me présente, je m'appelle Lise, je suis psychopathe. Non, pardon, je suis développeuse. Et je suis développeuse chez Zenica. Alors, parfois, quand on fait des mises en prod, quand on réalise un projet, quand on est à une réunion, quand on développe une fonctionnalité, bah, ça se passe mal. D'ailleurs, ici, un petit peu, qui a déjà vécu là un événement où ça s'est mal passé? Ok. Je vois que vous aussi, vous aimez les carnages, ça fait plaisir à voir. Je suis très contente. Et alors, avec ce genre d'événement qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, surtout, on n'en parle pas. On garde bien tout pour nous, histoire de bien ressasser toutes les rancœurs qu'il y a eu. Et puis quand on n'en parle pas avec les autres personnes. Et donc, en fait, on a une vision biaisée. On n'a pas toutes les infos, on a une vision biaisée de la réalité. Et puis, du fait de cette vue biaisée, eh bien, on va tenir les autres pour responsables de ce qui s'est passé. Et au final, rien ne change. Et donc, on obtient le parfait combo pour que tout recommence exactement pareil, voire pire, parce qu'il y aura eu un précédent et donc des a priori. Et alors, pour éviter ça, on organise un post-mortem. Mais alors, un post-mortem, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un post-mortem, c'est un échange constructif organisé à la suite d'un événement problématique. Alors, on l'a vu, ça peut être toutes sortes d'événements. Mise en production, réunion, etc. Alors, l'objectif d'un post-mortem, ça va être dans un premier temps de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, dans un deuxième temps, éviter que ça recommence, en s'améliorant, bien sûr. Et si on ne peut pas éviter que ça recommence, bah au moins que les conséquences soient moins graves. Et alors là, vous allez me dire, mais s'améliorer, tout ça, là, c'est pas déjà ce qu'on fait en rétro? Alors oui et non. Les rétrospectives agiles, on va parler de ce qui s'est passé durant la dernière itération, et ça va être fait de manière récurrente. Un post-mortem, c'est sur un événement distinct et ponctuel. On n'est pas censé faire des post-mortem sur le même sujet tout le temps. Sinon, posez-vous des questions. Autre point de différence, c'est que les rétrospectives agiles, les participants, ça va être l'équipe, les membres de l'équipe, puisqu'on essaye de s'améliorer en équipe. Le post-mortem, lui, potentiellement, il peut y avoir tout le monde d'invité, tous les gens, en fait, finalement, qui ont participé à l'événement. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est et à quoi ça sert, comment on fait ça? Parce que c'est bien beau, là, mais on a un carnage un peu sur les bras, là, il va falloir qu'on s'en occupe. Alors, la première chose, c'est planifier, justement, ce post-mortem. Alors, il va falloir donc fixer une date. Il ne faut pas que ce soit trop tard, parce qu'on aura tout oublié, on sera passé à autre chose, c'est pas grave. Mais pas trop tôt non plus, parce que sinon les esprits seront encore un peu échauffés, et donc voilà, on peut avoir des choses qui ne se passent pas comme prévu. Autre chose aussi, c'est d'inviter les personnes qui sont pertinentes, c'est-à-dire les personnes qui finalement ont été impliquées dans l'événement. Et puis s'assurer en fait que ces personnes puissent y assister. Parce que si elles sont en congé, typiquement, votre post-mortem, ça va être compliqué. Ou au moins, vous n'aurez pas toutes les infos. Ensuite, on va chercher à définir des rôles. Alors, il y a 3 rôles principaux. Il y a des rôles qu'on va pouvoir définir au moment de la réunion et des rôles qu'il va falloir prévoir en avance. Typiquement, le premier rôle, le rôle de l'animateur, il va falloir le définir en amont, puisque ça va nécessiter de la préparation. Le rôle de l'animateur, lui, il va animer l'échange, il va faire de la facilitation, il va donner la parole, etc. Il va recadrer l'échange, etc. C'est très fortement conseillé, j'insiste, que ce soit une personne qui soit extérieure à l'événement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit impliqué dans l'événement, sinon il va prendre parti. Et dans un échange où il doit y avoir quelque chose de constructif,
c'est nécessaire que cette personne soit extérieure. Ensuite, deuxième rôle, le rôle de timekeeper. Alors lui, c'est le maître du temps. Le maître du temps, il va avertir les autres du temps qui passe, et voilà, notamment dire si on a passé trop de temps sur certaines choses. Et enfin, le dernier rôle, le rôle du scribe. Alors lui, il prend des notes pour former à la fin un compte-rendu, tout simplement. Alors ça y est, la réunion commence. La prochaine étape, ça va être de poser un cadre. Un cadre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement c'est les règles qui sont pertinentes pour les participants, avec lesquelles les participants vont se mettre d'accord. Alors certaines règles vont pouvoir être proposées en amont, ça va faire partie notamment de la préparation de l'animateur. Alors par exemple, l'animateur il peut proposer de rappeler l'objectif du post-mortem. Typiquement, pour des personnes qui ne sont pas forcément habituées à faire des post-mortem, ça peut être utile de justement rappeler l'objectif, dire que on cherche à s'améliorer, dire qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Ça peut être une chose à mettre dans ce cadre. Un autre exemple, ça peut être de dire « Ok, on est là pour critiquer les process, on n'est pas là pour critiquer les personnes. Si les personnes ont fait quelque chose, c'est parce qu'il y avait derrière un process qui l'a poussé à faire tel truc, ou qui, inversement, ne l'a pas poussé à faire tel truc, etc. » Donc il faut creuser en direction des process. Troisième chose qu'on peut mettre dans ce cadre, c'est le fait que ce soit une écoute active. Alors il y a deux choses dans l'écoute active. Premièrement, l'écoute, c'est-à-dire on s'écoute, on se coupe pas la parole, on lève la main, etc. Et deuxième chose, c'est active. Active au sens où on est actif du post-mortem, on n'est pas sur Slack, on écoute, on interagit. Tout ce cadre, au final, ça va avoir un seul but, c'est qu'on puisse construire ensemble un environnement sain pour que chacune puisse s'exprimer et dire comment, pour lui, pour elle, ça s'est passé, cet événement. Alors une fois que tout le monde est d'accord sur le cadre, qu'on s'est tous mis d'accord avec ça, et est prêt à s'y conformer, alors on se lance véritablement. Et donc l'étape suivante, ça va être de revenir sur les faits qui se sont déroulés. Des faits qui sont datés, qui sont objectifs et qui sont sans jugement. Et donc, on va venir placer des faits sur une frise chronologique. Alors ça peut être en live, avec tous les participants, ou ça peut être fait en amont par l'animateur, notamment pour gagner du temps, parce que, je vais le répéter durant cette présentation, mais post-mortem, c'est assez chronophage. Donc, si vous prenez du temps en live pour faire vraiment toutes les étapes véritablement en live, vous allez passer beaucoup de temps. C'est là où c'est important, la préparation de l'animateur. Donc l'animateur en amont, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va aller à la pêche aux infos chez toutes les personnes qui ont participé à l'événement, et il va pouvoir inscrire les événements sur une frise chronologique. Alors nous, notre carnage, comment est-ce qu'il s'est passé? Le 11 mars à 15h10, on a une première alerte, on a trouvé un premier cadavre, l'API ne répond plus. Le 11 mars à 15h12, une autre alerte, en fait c'est plusieurs cadavres. Les applications front ne répondent plus non plus. Le 11 mars à 15h15, l'investigation est lancée. Mobilisation de l'équipe pour trouver l'origine du problème. Le 11 mars à 17h, le suspect est identifié. Une attaque DDoS est en cours. Le 11 mars à 18h, le suspect est en fuite. L'attaque DDoS a cessé. Alors je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'attaque DDoS. C'est une attaque d'init service. En fait, ça consiste juste à demander vraiment beaucoup de fois la même chose. Et en fait, le serveur, il va se retrouver à crouler sous les demandes. Il va pouvoir répondre, tout simplement. Et donc, c'est fait. On va pouvoir, du coup, les poser, donc, comme j'ai dit, en avance par l'animateur, mais aussi en live pendant la réunion. Et c'est pour ça que c'est important d'inviter toutes les personnes qui sont pertinentes, parce qu'on va pouvoir avoir oublié des choses, et donc les personnes qui sont invitées vont pouvoir
rajouter, elles, leur point de vue depuis leur équipe à elles. Donc là, par exemple, avec une autre équipe, on se rend compte que, en fait, le 11 mars à 15h11, il y avait eu une autre alerte, c'est que la victime était introuvable. Les utilisateurs remontaient des problèmes au support sur la plateforme. Le 11 mars à 16h10, les témoins s'accumulent. 2000 demandes de support en 1 heure. Et enfin, le 12 mars, on a décompté les témoins. Au global, 3 millions d'utilisateurs impactés. Alors, comme vous le voyez ici, c'est des choses factuelles. C'est des dates, c'est des faits, c'est des chiffres. Personne ne peut réfuter ça. C'est net, précis. C'est pour ça que c'est très important, parce que voilà, personne ne peut réfuter ça. Si on prend l'exemple inverse, par exemple sur l'investigation lancée, si on avait dit « l'investigation est tardive », là, du coup, on donne notre avis, c'est subjectif en fait. C'est pour ça que ça ne convient pas, en tout cas, dans cette étape-là, de poser les faits, pour que tout le monde soit... le fait que ce soit tardif ou pas, à cette étape-là, on s'en fiche. On sait que c'est le 11 mars à 15h15 que l'investigation est lancée. Point. Alors une fois que les faits sont posés, on va pouvoir essayer de cibler les points de douleur. Alors pourquoi c'est important de cibler? Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où en fait c'est OK, on n'a pas besoin de passer du temps dessus. Déjà que l'atelier il peut être long, si en plus on décortique tout, on n'a pas fini, quoi. Donc, on va essayer de cibler ça, mais il ne faut pas s'arrêter à un seul événement, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs problèmes à plusieurs endroits. Donc c'est pour ça que c'est important de aussi pas se limiter. Donc, le ciblage peut être fait par un système de vote. Donc là, on voit le dot voting, ou vote par points, du coup. Chacun va pouvoir mettre 3 points, là où il ou elle souhaite, là où il ou elle pense que c'est le plus problématique. Et c'est là où on voit qu'il y a eu 3 votes sur l'alerte du premier cadavre, 2 votes sur les témoins s'accumulent, et 1 vote sur le décompte des témoins. Un deuxième système de vote, le vote par émotion, où en fait chacun va pouvoir mettre un emoji sur les événements, et on va pouvoir voir à la fin là où il y a plus d'émotions négatives. Et finalement, là où il y a plus d'émotions positives, c'est-à-dire la première colonne, la levée des alertes, ça sert à rien de passer du temps dessus, tout simplement. Alors ok, maintenant que les sujets un petit peu importants sont ciblés, va venir le moment de l'analyse pour identifier les problèmes. Alors il y a plusieurs méthodes. Premièrement, la méthode des 5 pourquoi, la méthode du diagramme en arête de poisson, vous comprendrez pourquoi, et le dérivé de l'expérience map. L'objectif de ces 3 ateliers, c'est vraiment de prendre chaque événement et de venir le disséquer. Ok, il s'est passé ça. Pourquoi il s'est passé ça? Parce qu'il y a un manque d'outils, manque d'expertise, manque de temps, etc. Les 5 pourquoi, tout d'abord. On appelle ça aussi analyse des causes racines, parce qu'on va venir poser successivement 5 pourquoi à la problématique de départ. Alors nous, avec le premier problème, l'API ne répond plus. On va voir ce que ça donne. Problème, l'API ne répond plus. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond plus? Parce qu'il y a eu une attaque DDoS. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une attaque DDoS? Parce qu'on n'a pas de CDN. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de CDN? À voir. Est-ce qu'il y a un manque d'expertise, un manque de temps? Voilà. Alors on peut trouver une cause racine en moins de 5 pourquoi. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et je fais une autre parenthèse aussi pour expliquer ce que c'est qu'un CDN. Ça veut dire, donc CDN, Content Delivery Network. En fait, c'est simplement un réseau de plusieurs machines qui permettent de distribuer le contenu. Et en fait, s'il y a une machine qui est visée par une attaque DDoS, les autres machines vont prendre le relais pour justement distribuer le contenu, et du coup, l'attaque n'a aucun effet. La deuxième technique, du coup, qui ressemble un peu aux 5 pourquoi, s'appelle le diagramme en arête de poisson. Je vous laisse deviner pourquoi.
Alors, première chose, c'est qu'on identifie un premier problème. Donc, 2000 demandes support en 1 heure. Et on va se mettre d'accord sur les causes principales qu'on va mettre au bout des arêtes. Cause principale numéro 1, l'attaque des DOS. C'est-à-dire, bah voilà, on a eu 2000 demandes support en 1 heure à cause de l'attaque des DOS. Cause principale numéro 2, on a eu 2000 demandes support en 1 heure parce que on n'avait pas donné d'informations aux utilisateurs. Cause principale numéro 3, 2000 demandes support en 1 heure parce que finalement, on a beaucoup d'utilisateurs. Cause principale numéro 4, 2000 demandes support en 1 heure parce que finalement la FAQ est incomplète. Du coup, on a des demandes support. Ensuite, chacun va pouvoir essayer de trouver un petit peu les causes racines de son côté. Et après, on va venir les mettre en commun en les positionnant sur les arêtes. Donc, par exemple, pour la cause principale numéro 1, l'attaque des DOS, ce qui a été proposé, c'est que y a une absence de CDN, donc il y a une attaque des DOS. Pour la cause principale numéro 2, pas d'information utilisateur, c'est parce qu'on a un manque d'outils et qu'on n'a personne pour le faire, ces informations aux utilisateurs. Cause principale numéro 3, on a beaucoup d'utilisateurs, donc mathématiquement, le fait qu'on ait du succès et que ce soit un service gratuit, mathématiquement, voilà, on a beaucoup d'utilisateurs. Cause principale numéro 4, FAQ incomplète. Finalement, c'est parce qu'on n'a pas de temps pour la remplir, cette FAQ. Du coup, elle est incomplète. Alors, pareil que tout à l'heure, on ne va pas pouvoir passer du temps sur chaque cause qui a été identifiée. Et puis peut-être que toutes ne nous semblent pas pertinentes. Donc on va pouvoir venir voter pour les causes qui nous semblent les plus importantes. Donc là, par exemple, on a 3 votes sur l'absence de CDN, 2 votes sur le manque d'outils et 1 vote sur on n'a personne pour faire l'information aux utilisateurs. La troisième méthode, donc que j'appelle le dérivé de l'expérience map, c'est issu d'un atelier UX à la base, donc qui s'appelle l'expérience map. Il sert à la base à déterminer les points de douleur dans un parcours utilisateur. Donc moi j'utilise un peu pareil, mais pour identifier les points de douleur dans un événement qui s'est mal passé. Ici, donc on a identifié les points de douleur avec les émotions tout à l'heure, et sous lesquels on va venir mettre nos problèmes qu'on a trouvés vis-à-vis des actions qui sont en haut. Donc par exemple, l'investigation, le problème qu'il y avait avec ça, c'était que l'investigation était complexe et qu'on avait un manque d'outillage pour ça. Sur l'identification du suspect, nos problèmes c'était que l'identification était tardive et qu'on avait laissé les utilisateurs sans information. Et puis finalement, sur l'action fuite du suspect, le problème c'était qu'en fait, il avait été nécessaire que le suspect fuit pour qu'on puisse remettre en service l'application. Alors maintenant qu'on a un petit peu trouvé toutes nos causes racines, on va pouvoir réfléchir aux solutions. Et notamment, on va pouvoir brainstormer sur chacune des solutions qu'on a identifiées, qu'on a même d'autres votées, pour savoir lesquelles étaient les plus intéressantes. Donc, par exemple, sur les utilisateurs, le fait qu'on ait laissé les utilisateurs sans information, on va pouvoir dire ok, et si on les avertissait par mail? On va pouvoir dire aussi et si on les avertissait sur la plateforme directement? Ou encore, est-ce qu'on ne pourrait pas les avertir sur les réseaux sociaux? On pourrait aussi dire ces informations aux utilisateurs, il faudrait recruter une personne dédiée pour ça. Ou encore, qu'il y ait quelqu'un déjà en poste qui s'en charge. Ou enfin, faire que cet avertissement puisse se déclencher de manière automatique. Alors ça c'est pareil, ça prend du temps, il faut essayer de se timeboxer dans l'atelier. Et pareil pour toutes les phases, c'est bien de se timeboxer parce que sinon on passe trop de temps. Et ouais, c'est chronophage. Et donc pareil là-dessus, c'est que voilà, on a plein de solutions, on ne peut pas pouvoir tout développer. Once again, on va pouvoir voter. Donc on a 2 votes sur
que quelqu'un déjà en poste s'en charge, 2 votes sur avertir sur la plateforme, 1 vote sur avertir sur les réseaux sociaux et 1 vote sur faire un avertissement qui se déclenche automatiquement. Alors bien sûr, parfois il n'y a pas 15 000 solutions. Absence de CDN, mettre en place un CDN. Si on avait opté pour le dérivé de l'expérience map, les solutions qu'on avait identifiées du coup vont aller dans la ligne amélioration. Donc par exemple, on avait trouvé pour l'investigation qu'elle était complexe, il y avait un manque d'outillage. Et bien tout simplement, comme amélioration, on pourrait dire on va mettre en place cet outillage. Pour l'identification du suspect qui était tardive et qu'on avait laissé les utilisateurs sans information, on va pouvoir justement mettre en place ces informations aux utilisateurs. Et pour la fuite du suspect, où on avait dit qu'il avait été nécessaire que le suspect fuit pour que le service puisse être remis en état de marche, eh bien on va pouvoir s'outiller anti-DDoS. Au final, quel que soit l'atelier utilisé, l'idée, c'est de pouvoir aboutir à des actions d'amélioration. Si vous avez fait tout ça, et que derrière vous n'avez aucune action, aucun suivi de ces actions, en fait vous avez quasi fait tout ça pour rien. Et c'est là que c'est extrêmement important, c'est d'avoir des actions qui soient du coup prises en fin de post-mortem et qui soient claires, précises. Mettre en place un CDN, ajouter un bandeau d'information sur la plateforme, ajouter une entrée spécifique dans la FAQ. Voilà, clair, net, précis. En plus de ça, avoir un responsable qui se charge du suivi de l'action. C'est pas cette personne qui met en place la solution, c'est celle qui fait le suivi. C'est très important, c'est différent. Et c'est aussi important d'avoir un responsable, parce que s'il n'y a pas de responsable là-dessus, c'est à tout le monde, donc c'est à personne. Donc par exemple ici, c'est Annie qui prend le suivi de mettre en place un CDN, Hervé qui prend le suivi de ajouter un bandeau d'information sur la plateforme, et Youssef qui prend le suivi de ajouter une entrée spécifique dans la FAQ. Et enfin, une date pour vérifier que ça avance, qu'on a le sujet qui évolue pour chacune des actions. Donc typiquement, pour mettre en place un CDN, ça va être à vérifier sur le prochain début de sprint. Pareil pour l'ajout du bandeau d'information. Et l'ajout d'une entrée dans la FAQ, ça va être à la prochaine réunion support. En conclusion, retenez d'abord les faits, des événements datés, chiffrés, objectifs que vous mettez sur une timeline. Ensuite, ciblez les actions. Vous n'allez pas pouvoir passer du temps sur tout. Donc avec le système de dot voting ou le vote par émotion. Analysez ensuite, avec la méthode des 5 pourquoi, le diagramme en arête de poisson ou le dérivé de l'expérience map. Et enfin, solutionnez, brainstormer sur les idées, tout simplement. Cependant, je l'ai dit, je l'ai répété, c'est chronophage. Donc c'est important de préparer l'atelier. Le rôle de l'animateur est extrêmement important. C'est lui qui va driver tout le post-mortem, c'est lui qui va faire les supports, c'est lui qui va donner la parole, c'est lui qui va recadrer s'il y a des écarts sur les faits, c'est pas des faits, etc. Donc avoir une bonne animation, c'est primordial. Également, quelque chose d'essentiel. Soyez doux avec les gens, dur avec les process. Je l'ai dit en début, mais je le répète à la fin. C'est pas les gens. Les gens ne font pas quelque chose exprès mal. Ils pensent faire le bien, c'est juste que c'est le process derrière qui est en cause. Donc analysez le process, critiquez le process, pas les gens. Et finalement, n'oubliez pas vos actions d'amélioration et de faire un suivi de celles-ci. Et je voudrais terminer avec la loi de Pareto. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle dit que pour 20% d'efforts, vous avez 80% de résultats. Mais pour 80% d'efforts, vous avez aussi 20% de résultats. C'est pour ça que c'est important de bien identifier vos problèmes, de bien les prioriser et de bien les solutionner. Et voilà, vraiment les réels problèmes.
Je vous remercie et j'espère que maintenant vous sortirez heureux de vos carnages. Je rajouterais que j'utilise un vocabulaire assez mortuaire. J'ai mis du sang et tout. J'en joue pour les besoins de la présentation. Mais un post-mortem, c'est quand même censé apporter des solutions, c'est positif. Donc, je vous mets en garde avec le vocabulaire que vous utilisez. Moi, c'est pour les besoins de ma présentation. Voilà. Et je peux prendre des questions. Des questions ? Oui, bonjour. Bonjour. En moyenne, parce que vous devez avoir l'habitude d'en faire, le délai, la durée d'un post-mortem, c'est quoi? Une demi-journée? Une semaine? 3 mois? Le délai entre l'événement et Non, le post-mortem? La durée? Du post-mortem. La durée du post-mortem. Okay. De la réunion en elle-même, quoi. Je dirais une rapide, c'est 2 heures. Minimum. Donc une où on prend le temps et véritablement donc une rapide, ça va être où on va vraiment se limiter à très très peu de choses décortiquées. On va décortiquer un événement sur la frise, choses comme ça. Voilà, ça va être 2 heures. Et voilà, si on veut décortiquer plus, c'est du 3 heures. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas faire de pause. Je dis quand même parce que sinon, au bout de 3 heures, on a un peu marre, quoi. Voilà, mais c'est pour ça qu'une bonne animation, une bonne préparation, primordiale. Justement, dans la même idée, est-ce que ça se prête uniquement à des problèmes qui étaient un peu ponctuels ou aussi parfois sur toute la durée d'un projet qui s'est mal passé? Là, dans ce cas-là, le post-mortem, c'est plus que chronophage. Là, ça peut prendre, je sais pas, une journée. Je sais pas enfin, est-ce que ça s'y prête déjà? Alors oui, sur un projet qui est terminé, qui s'est mal passé, oui, on peut faire un post-mortem. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut identifier sur une durée assez longue, du coup, les points qui sont, entre guillemets, néfastes pour le projet. Qui sont le plus néfastes. Et c'est ça le plus dur, parce que plus on allonge la durée, plus il faut se rappeler en arrière, et plus la mémoire flanche. Donc oui, c'est possible. Quand je dis événement ponctuel, c'est vraiment sur un... C'est que tu vas le faire une seule fois. Ça peut être en projet, ça peut être une fonctionnalité. Pareil, une fonctionnalité, elle peut durer dans le temps. En tout cas, son développement, sa conception, son développement, etc., sa mise en production. Peut durer dans le temps, mais voilà. Plus c'est long dans le temps, plus il faut savoir identifier les moments, et plus c'est compliqué parce que la mémoire... on note pas forcément tout ce qui s'est passé. Ce qu'on peut faire en avance de phase, du coup, pour essayer de contrer ça un peu, c'est de noter nous-mêmes, quand on sait que, bon, ça sent mauvais, on est en plein dedans, on dit ok, là, ça sent pas très bon, là. On peut se dire, ok, bon, bah, je note qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment moi je l'ai vécu, etc., pour s'en souvenir après. Mais c'est un peu compliqué d'y penser sur le moment, quoi. Comme il y a tout le monde, est-ce que tu as des recommandations sur une taille maximale de groupe? Comme toute réunion, à partir d'un certain nombre, c'est compliqué. Je dirais maximum 8 personnes, quoi. Voilà. Alors, ce qui peut aider, c'est que s'il y a plein de monde d'impliqués, pas inviter toutes les équipes, inviter une personne par équipe, par exemple. Les personnes qui ont plus participé, entre guillemets, à l'événement. Ça peut être une idée. Voilà. Ouais. Comment tu fais, enfin, est-ce que tu as des conseils pour éviter l'effet où les gens arrivent en réunion en ayant l'impression de déjà savoir ce qui va pas et de se dire, bon, de toute façon, on sait que c'est pour ça, et voire fatalement, il n'y a rien qui va changer parce que
on a d'autres choses à faire, enfin des événements comme ça, une attitude un peu fataliste en fait. Et bah typiquement, le cadre, il peut servir à ça. Si toi, tu le détectes en amont et que tu es l'animateur, ou que l'animateur le détecte justement, ou que même toi, tu es participant et tu le détectes, au moment où on pose le cadre, bah, typiquement, tu peux le rajouter en cadre. Tu peux dire, ben voilà, on est volontaire pour trouver des solutions. Tu peux le formuler de manière à ce que, voilà, si tu le poses dans le cadre et si c'est accepté par tout le monde, ça veut dire que tout le monde s'y conforme. Donc les gens qui sont arrivés en mode fataliste, et ben normalement, ils sont d'accord pour se conformer à ce qui a été mis dans le cadre. Donc, d'eux-mêmes, ils seront, entre guillemets, obligés de se dire, ok, faut que je trouve du positif, faut que j'essaye d'améliorer, etc. Et enlever ce côté un petit peu fataliste, justement. Derrière. Déjà, merci. Dans le cadre de projets avec des clients externes, est-ce que du coup tu les embarques sur ce genre de post-mortem? Et si oui, généralement, est-ce que c'est bien accueilli? Et comment ça se passe? Il faut les embarquer. En fait, toutes les personnes qui ont participé véritablement à l'événement doivent du coup être inclus dans cet événement, enfin dans ce post-mortem. Toute la complexité, c'est aussi de présenter. C'est pour ça que le cadre aussi est là. Et en général, tout ce qui est le pourquoi de la réunion, etc., je l'explique de vive voix avec les personnes, à minima dans l'invitation de l'événement, pour vraiment essayer de dire, ok, on est tous d'accord pour se dire que ça s'est mal passé, on veut essayer d'améliorer les choses pour pas que ça recommence, parce qu'on a tous mal vécu la chose. Voilà, on a un autre projet qui va arriver, qui va être sensiblement pareil, on veut vraiment pas que ça recommence. On se met tous ensemble et on essaye de trouver... voilà, il faut juste amener la chose de manière... voilà, pour que les personnes puissent comprendre que c'est pour leur bien, c'est pas pour les emmerder, quoi. Devant. Oula. Merci. Le post-mortem en soi, c'est un constat d'échec. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont y être réfractaires à cause de ça, par orgueil ou par manque de remise en question? Si, sûrement. Et comment les gérer dans ce cas-là? Par essence, tu vas toujours avoir des personnes qui vont se dire non mais ça s'est très bien passé pour moi. Voilà, c'est tout l'enjeu. Déjà, la première difficulté, ça va être de les faire venir au point. S'ils viennent déjà, c'est une première victoire. Parce que du coup, on va pouvoir tous ensemble discuter de pourquoi ça s'est mal passé, comment ça s'est mal passé, etc. Et donc là, tu vas avoir une prise de conscience. Mais en effet, les faire venir, ça va être... voilà, il va falloir aller voir la personne tout simplement et lui dire « Ok, peut-être que toi tu l'as bien vécu, mais il y a d'autres personnes qui l'ont mal vécu. Et on essaye tous on travaille ensemble, on travaille en équipe. Donc le but, ça va être vraiment de s'améliorer tous ensemble pour essayer qu'on puisse tous vivre mieux le prochain événement qui pourrait ressembler, quoi. Post-mortem, du coup, c'est un peu négatif. Est-ce que tu sais s'il existe ce même type d'événement, genre un post-partum, où en fait tu identifierais pas tout ce qui s'est mal passé, mais au contraire tout ce qui s'est bien passé? Bah, tu viens de le dire, postpartum, par exemple. Ça peut être. Tu as connaissance de ce genre de réunion qui pourrait se faire? Non, j'ai pas connaissance, mais on pourrait imaginer. Rien ne nous empêche de faire des néologismes. Voilà. En vrai. Ça peut faire passer du post-mortem de se dire ok, on arrête d'appeler ça des post-mortem. Oui, ça peut être une idée de se dire ok, maintenant on a parlé de tout ce qui s'est mal passé, mais en vrai, il y a ça qui s'est bien passé. C'est un peu l'objectif aussi de mettre la frise. C'est que la frise, comme c'est des faits, bah en fait on va se dire ah oui, il y a ça qui s'est bien passé, ça on a bien géré. En fait, tout le monde est content avec le système par émotion, typiquement. Bah en fait, tu peux voir que waouh, les gens en fait ils sont hyper contents sur tel truc. Donc ça veut dire que ça on l'a hyper bien géré et c'était top.
Et ça, c'est quand même, c'est aussi une manière de se dire, ok, on n'a pas fait que de la merde. Pour amender ce que tu disais tout à l'heure, c'est moi. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure sur pour faire la frise chronologique, de notre côté, donc moi je travaille chez Doctolib, donc une assez grosse boîte, et on a un processus de crise qui est assez conséquent. Et en fait, on a suffisamment de staff pour avoir un scribe qui jump dans la war room, parce qu'on a des war rooms, pour justement scribe tout ce qui se passe, et comme ça on a une timeline qui est déjà prête pour entamer le post-mortem. Ouais, c'est une bonne idée pour avoir une trace de ce qui se passe minute par minute, en temps réel, entre guillemets. Moi, je mets un bémol sur le mot war room, parce que du coup, c'est un peu genre négatif aussi. Non, c'est pas forcément négatif, c'est un espace, au départ c'était physique, quand on n'était pas en remote. Et en fait, on avait une salle dédiée pour les crises en disant, comme on était sûr en fait de pouvoir se retrouver pendant les crises pour pas avoir de personnes qui viennent interférer sur les actions qui sont en train d'être prises. Ouais, bien sûr, l'idée est bonne. Moi, je faisais juste le nom. Ouais, non. Dit, un peu, c'est pareil, c'est toujours un vocabulaire assez. En même temps, quand c'est la crise, c'est la crise. Hein. D'autres questions, remarques, partage d'expérience? Merci à tous et toutes. N'hésitez pas à voter